Salut tout le monde, du coup je vais vous présenter le rappel de cours de la partie de Monsieur Bessot pour la matinée des kinés. Alors, donc on va commencer avec la physique newtonienne. Donc il faut savoir que le temps et l'espace sont absolus, que la masse est constante, que la vitesse peut être illimitée et que la gravité est une force. Bien que, attention, la gravité est une accélération et non une force. Alors, les lois de Newton. Donc il faut savoir qu'il y en a trois. Donc on a d'abord la première loi de Newton, qui va être la somme des efforts extérieurs à un objet, ou les moments qui vont être égaux au vecteur nul. Donc là, on peut écrire que la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc cette loi, c'est le principe d'inertie, ce qui a pour conséquence qu'un objet au repos reste au repos et qu'un objet en mouvement continue à se mouvoir avec une vitesse constante. La deuxième loi de Newton, donc elle indique que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération pour un mouvement rectiligne. Mais elle indique aussi que la somme des moments va être égale au moment d'inertie multiplié par l'accélération angulaire. Donc là, pour un mouvement en rotation. Donc bien faire attention, donc l'accélération angulaire, son unité, c'est le radian par seconde au carré. Et pour le moment d'inertie, ce sera le kilogramme mètre carré. Et la troisième loi de Newton, donc qui indique qu'à toute action correspond une réaction équivalente, de même direction et de sens opposé. Petit dossier. Alors, les grandes variables de la mécanique. La force de gravité ou force de pesanteur ou poids. Donc ces trois termes désignent la même chose. Donc le poids P se calcule en multipliant la masse par l'accélération de la pesanteur G. Donc il faut bien se rappeler que pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, il faut multiplier les mètres par seconde par 3,6. Et à l'inverse, si on veut passer de kilomètres heure en mètres par seconde, on divisera nos kilomètres heure par 3,6. Bien se rappeler que 1 kJ c'est égal à 239 calories et que 1 watt c'est aussi 1 joule seconde. Alors les moments et les leviers. Donc il existe trois types de leviers. On a d'abord le levier interappui. Donc là ça va être quand l'appui va se situer entre la résistance et le poids. Donc sur le corps humain, l'exemple qu'on peut donner c'est la tête. On a également les leviers interrésistants. Donc là, c'est lorsque la résistance se situe entre le point d'appui et la puissance. Donc sur le corps humain, ça va être l'exemple qu'on peut donner, c'est la cheville. Et enfin, on a les leviers interpuissants, intermoteurs, interforce. Donc ces trois termes sont tous synonymes. Et c'est lorsque la puissance se situe entre le point d'appui et la résistance R. Et sur le corps humain, on peut citer le coude comme exemple. Alors, donc attention, l'unité du moment de force, c'est bien le newton-mètre et non le newton par mètre. Donc le moment de force se calcule par la formule F fois D, avec F la force appliquée et D la distance pivot, la distance entre le pivot et le point d'application de la force, ce qui correspond à la définition du bras de levier. La dynamique. Donc le moment d'inertie, il se calcule par la formule I égale mk carré. Donc il a bien pour unité le kilogramme mètre carré et non le kilogramme par mètre carré. Attention de bien faire la différence entre les deux. Donc I correspond au moment d'inertie et K, ça va être notre rayon de gyration qu'on devra convertir toujours en mètres dans la formule. Ensuite, on a la quantité de mouvement qui se calcule P égale mv. Donc là, l'unité de cette quantité de mouvement, ça va être le kilogramme mètre par seconde. Donc là, oui, donc bien sûr pour la quantité de mouvement, donc en l'absence de force externe, donc la quantité de mouvement sera conservée. Donc dans les exercices, bien faire attention, des fois on peut poser l'égalité P1 égale P2. Enfin, le moment cinétique, L, donc qui se calcule par la formule L égale I fois oméga.
Donc c'est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire. Donc le moment d'inertie, comme vu juste au-dessus, son unité est le kilogramme mètre carré. Et la vitesse angulaire, son unité sera le radian par seconde, et non les mètres par seconde. Donc comme pour la quantité de mouvement, le moment cinétique est conservé en l'absence de force externe. Donc on peut également poser l'égalité L1 égale L2, quand ces conditions sont respectées, bien entendu. Le travail. Donc pour le travail rectiligne, donc on va le calculer par la formule W égale F fois D. Donc l'unité du travail, c'est bien le joule. Et F, ça va correspondre à la force, donc en newton, et D à la distance parcourue, donc en mètres. Donc là, il faut bien faire attention, faire bien une petite nuance. D, c'est pas le bras de levier que l'on utilise pour calculer un moment de force. Et le travail en rotation, donc W égale M fois θ, donc moment de force multiplié par l'angle parcouru. Donc le moment de force en newton-mètre et l'angle parcouru cette fois-ci en radian. Et bien faire attention de bien convertir l'angle en radian et pas le laisser en degrés. Alors, donc on en arrive à la première partie des énergies. Donc on a dans un premier temps l'énergie potentielle élastique, qui se calcule par la formule EP égale 1/2 de kx carré. Donc l'unité d'une énergie, c'est bien sûr le joule, tout comme le travail au passage, avec K, la constante élastique en newton-mètre, et X, la déformation en mètres. Donc l'énergie potentielle élastique, souvent on l'applique dans le cadre d'une compression d'un ressort. Donc la force dans un ressort comprimé, elle va se calculer par la formule F égale K fois X. Donc la force a pour unité le joule, enfin les joules plutôt. Et du coup, K c'est tout le temps notre constante élastique et X la déformation. Donc les mêmes unités qu'au-dessus. Puis on a l'énergie potentielle d'une masse qui se calcule par la formule EP égale mgh. Donc l'unité de cette énergie potentielle, c'est toujours le joule. Donc on a m, la masse de l'objet en kilogrammes, g, la constante gravitationnelle en mètres par seconde au carré, et h, la hauteur en mètres. L'énergie cinétique pour un mouvement linéaire qui se calcule par la formule EC égale 1/2 de mv carré, donc l'unité toujours le joule, donc m toujours la masse en kilogrammes, et v la vitesse, mais attention, la vitesse en mètres par seconde. Enfin, l'énergie cinétique pour un mouvement en rotation, donc qui se calcule par la formule EC angulaire 1/2 de I fois oméga au carré. Elle a toujours pour unité le joule, et I va correspondre à notre moment d'inertie, donc qui a pour unité le kilogramme mètre carré, et oméga, la vitesse angulaire, en radians par seconde. Alors, on a également l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, elle se calcule par la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc attention, l'énergie mécanique d'un système isolé est invariante au cours du temps, en l'absence de force extérieure. Donc quand ces conditions sont respectées, on peut écrire cette égalité, à savoir que EM1 est égal à EM2, mais vraiment uniquement en l'absence de force extérieure. Donc bien sûr, si on reprend cette expression-là, on peut également écrire dans ces conditions que EC1 plus EP1 est égal à EC2 plus EP2. La puissance. Donc la puissance, elle peut se calculer de 3 manières. Donc tout d'abord, elle peut se calculer en multipliant une force par une vitesse. Donc l'unité de la puissance, ça c'est bien à bien retenir, c'est le watt et non le joule.
La première méthode, c'est de la calculer en multipliant une force en newton par une vitesse en mètres par seconde. Il faut bien faire attention. La deuxième méthode, ça va être de multiplier un moment de force par la vitesse angulaire. Donc le moment de force toujours en newton-mètre, la vitesse angulaire en radians par seconde. Et enfin, une puissance, c'est également un travail divisé par un temps. Le travail qui s'exprime en joules et le temps en secondes. Donc au passage, faire bien attention dans le poly-dieu 13, il doit y avoir un petit errata au niveau de cette formule de cette troisième formule de la puissance. La dynamique rectiligne. Donc c'est lors d'un mouvement rectiligne uniforme, donc à une dimension. Donc la position xf se calcule par la formule vi fois t plus xi. La vitesse, elle est constante, donc ce qui implique que la vitesse finale est égale à la vitesse initiale. Et puisque le mouvement est rectiligne uniforme, il n'y a pas d'accélération. Donc l'accélération est égale à 0. Maintenant, pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, toujours dans une dimension. Donc là, la position xf se calcule par la formule 1/2 de at carré plus vi fois t plus xi. Donc là, on ajoute à l'accélération. La vitesse se calculera par la formule vf égale a fois t plus vi. Et donc là, l'accélération sera égale à une constante, mais elle aura bien une valeur qui sera différente de 0. Donc, attention à bien différencier, pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on peut même dire que l'accélération sera constante et supérieure à 0. Et dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré, là on pourra dire que l'accélération sera constante et inférieure à 0. Donc c'est une petite nuance qui différencie le mouvement uniformément accéléré et décéléré. La dynamique circulaire. Donc pour la position d'un point M sur un cercle de rayon R, on peut situer les coordonnées du point M par les deux formules suivantes. Donc xm égale xc plus r fois cos θ, et pour y, yc plus r fois sin θ. Donc xc et yc, ce sont tout simplement les coordonnées du centre du cercle, r, le rayon du cercle, et θ, l'angle, en radians. Donc la vitesse angulaire, donc là en radians par seconde, qui se calcule par la variation de l'angle θ divisé par la variation de temps. La vitesse linéaire, donc là attention, la vitesse linéaire s'exprime bien en mètres par seconde, et elle se calcule par la formule V égale R fois oméga. Donc R, le rayon du cercle, en mètres, oméga, la vitesse angulaire, en radians par seconde. L'accélération angulaire, donc elle a pour unité le radian par seconde au carré. Donc c'est une accélération qui correspond à la variation de vitesse de la vitesse angulaire divisée par la variation du temps. L'accélération tangentielle, également en radians par seconde au carré. Donc elle se calcule en multipliant le rayon du cercle en mètres par l'accélération angulaire en radians par seconde au carré. Enfin, l'accélération normale ou centripète, qui a également pour unité le radian par seconde au carré, qui se calcule par la formule R fois oméga au carré. Donc R, toujours le rayon du cercle en mètres, oméga, toujours la vitesse angulaire en radians par seconde. Le mouvement circulaire uniforme. Donc la position du mouvement circulaire, elle va se calculer par la formule θ égale oméga fois t plus θ0. Donc θ0, c'est l'angle de départ. Oméga, la vitesse angulaire, était le temps à laquelle on veut calculer cet angle. Et pour trouver les coordonnées, donc là, on va appliquer la formule xm égale xc plus r cos θ0 plus oméga t. Et pour ym égale yc plus r fois sin
θ0 plus oméga t. Donc R, toujours le rayon du cercle en mètres. XC, YC, les coordonnées du centre du cercle. θ0, l'angle initial en radians. Oméga, la vitesse angulaire. Et T, le temps à laquelle on veut calculer les coordonnées de notre point. Donc ça, c'était dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Pour un mouvement circulaire uniformément accéléré. Donc la position va se calculer par la formule. La position, donc l'angle, le nouvel angle, par la formule 1/2 fois oméga point fois t au carré plus oméga initial fois t plus θ i. La vitesse angulaire, on la calculera par la formule oméga i initial fois t plus θ initial. Et l'accélération angulaire, oméga point, sera constante. Donc la même chose que tout à l'heure, on est dans un mouvement circulaire uniformément accéléré, donc on peut même dire que notre accélération angulaire sera supérieure à 0. Et dans le cas d'un mouvement uniformément décéléré, l'accélération angulaire est constante et inférieure à 0. Donc maintenant on va passer aux outils d'analyse. Donc un goniomètre. Donc là vous avez une petite représentation. Donc c'est à mesure des angulations articulaires, des amplitudes de mouvement. En fait, c'est un rapporteur. Le système optoélectrique. Donc il permet la modélisation d'un mouvement en 3D à partir de mouvements de personnes réelles. L'accéléromètre. Il permet de mesurer le taux d'accélération dans les 3 axes. Il peut servir à déterminer une distance parcourue et les déplacements d'une personne. Donc par exemple, ça peut être un podomètre. La plateforme de force, également appelée de stabilométrie. Elle permet la mesure de l'équilibre statique ou l'évolution de la force appliquée au sol, soit par mesure de la force de réaction au sol lors d'un mouvement, soit par mesure de l'équilibre d'un sujet. Le dynamomètre. Donc, il mesure des moments articulaires à différents angles, vitesse et mouvement. Il permet l'évaluation des capacités physiques dans un programme de rééducation ou d'entraînement par exemple. Donc, l'EMG, qui est l'abréviation de l'électromyographie, qui permet la mesure de l'activité électrique musculaire. Donc, cette technique est beaucoup utilisée en neurologie par exemple. Voilà, donc ça va être la fin de ce rappel de cours des bases physiques de Monsieur Bessot. Je vous souhaite bon courage.